Salut tout le monde. Salut, bonjour. Bonjour aux collègues qui sont déjà connectés. S'il vous plaît, donnons encore 2, 3 minutes pour voir si d'autres personnes pourraient se connecter avant qu'on ne lance la séance. Donc, disons, dans environ 3 à 4 minutes, on pourra commencer. Merci de la patience. Alors, aujourd'hui, semblerait-il, il y aura très peu de gens. Depuis lors, nous sommes seulement 3 participants. Bonjour à Alphonse, depuis depuis le Burkina. Bonjour à Myriam, depuis Batangafo. Bonjour à Niamey. Bon, je ne connais pas ce qui est à Niamey. Bonjour à Niamey. Bonjour, Papa Olivier, c'est Sidbé. Ah, c'est Papa Sidi, c'est Maman Sidi. Ça va? Ça fait longtemps. Je vais bien. Mhm. Bonjour à tous. Bonjour. Maïté, je ne sais pas si tu penses que ça serait possible ne sais pas, de faire un rappel aux autres participants, ou bien nous sommes déjà à 3 minutes. Peut-être on va devoir commencer, mais avec seulement 3, c'est pas intéressant. Oui, je voulais voir, c'est parce que les personnes enregistrées. Others invited. Sinon, aux autres, s'il vous plaît, à 5 exactement, on va commencer. Donc, un peu plus de patience. Je ne sais pas comment inviter des autres personnes enregistrées. Laisse-moi voir.
Alors, je crois qu'on peut commencer. Une fois de plus, bonjour à nous tous d'être venus cet après-midi encore pour cette séance sur le série de webinaires Plonger sur les puits. Hier, nous avons commencé et nous avons parlé hier de la construction des notions de base de construction des puits ou des forages, où nous avons évoqué des sujets tels que les études géophysiques, les études géophysiques, les composants d'un puits ou bien d'un forage, la nécessité des surveillances et aussi du soufflage du forage ou bien des puits une fois réalisé. Nous avons eu quelques feedbacks hier liés à l'entretien des forages, du moins si nous avons déjà élaboré quelque chose par rapport à l'entretien des forages que nous avons enregistré. Donc, dans les prochains mois, nous pourrions essayer de travailler, de développer quelque chose pour cela. Mais aussi le problème de débouchage, du moins, c'est pas de débouchage, mais d'enlèvement des tuyaux à l'intérieur des forages si jamais ça arrive à se déboîter, chose que nous avons également notée. Et nous allons essayer de voir comment on peut faire pour pouvoir remédier aux situations pareilles. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les essais de pompage et voilà. Je ne pense pas que ça vaut la peine de se présenter encore, on se le connaît déjà. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, on va essayer d'aborder aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un essai de forage et pourquoi nous le ferons. Quels sont les besoins qu'il faut, quels sont les outils dont il faut pour pouvoir réaliser un essai de forage, comment effectivement réaliser un essai de pompage autant pour moi, et également quelques ressources clés nécessaires pour cela. Ce que nous cherchons à vous partager comme enseignement, c'est d'avoir la confiance si jamais nous sommes amenés à réaliser un essai de pompage ou si nous sommes amenés à surveiller une autre équipe pour réaliser l'essai de pompage. Mais aussi de comprendre ce que c'est la notion de débit optimal qui devrait être l'issue d'un essai de pompage et savoir pourquoi nous faisons nous recherchons à avoir ce débit optimal et son rôle. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, s'assurer de la surveillance, du monitoring des essais de pompage qui sont réalisés soit par MSF, soit par une tierce personne, et aussi les données importantes à collecter pour pouvoir faire les analyses de l'essai de pompage. Donc, je vais vous demander si ça vous convient. Qu'est-ce qu'un essai de pompage? Qu'est-ce que, selon vous, est un essai de pompage? On peut écrire dans le chat ou on peut juste dire à vive voix ce qu'on pense. Juste une personne. Oui, il y a une main qui est levée, mais je ne sais pas trop c'est laquelle. Donc, pardon, il faut juste il faut aller. Ok, c'est Alphonse. En tout cas, bonjour à tous. Ok, très content encore de participer à cette deuxième webinaire. Ok, Merci, Alphonse. concernant la question, c'est que, à ma connaissance, au fait, c'est une méthode qui nous permet de collecter suffisamment d'informations sur un forage afin que nous puissions, disons, exploiter de manière suffisante, rationnelle, afin de donner une vie à cet ouvrage que nous sommes en train d'exploiter, une bonne longue vie, et sans influencer sur le stockage. Ouais, c'est un peu ça ma définition naturelle. Merci, Alphonse. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose ou pas? Maïté, il y a quelque chose dans le chat? Non,
That I can see Non. il y a rien, oui. D'accord, d'accord. Donc, merci Alphonse. Je tire de ta définition collecter les informations. Ça, c'est un point très pertinent. Si on va plus loin, tu as parlé aussi de longue vie, de stockage. J'imagine quand tu parles de stockage, tu parles de stockage dans la nappe, j'imagine, si c'est le cas. Ça, c'est aussi un point important. Ça, c'est aussi un point important. Mais tu as parlé de collecter l'information, mais tu n'as pas dit quelle information. Mais bon, en gros, en réalité, ce que nous définissons comme essai de pompage fait, c'est quoi? C'est que l'eau qui se trouve souterraine, qui se trouve sous nos pieds, est pompée d'un forage ou bien d'un puits à un débit qui peut être constant ou variable en mesurant constamment le niveau d'eau. Donc, les informations principales ici, c'est quoi? Comme Alphonse a dit, c'est les informations qu'il faut collecter ici, c'est quoi? C'est le débit qui peut être constant ou variable, mais aussi c'est le niveau d'eau. Comment est-ce que le niveau d'eau qui se trouve dans le forage réagit avec, comment dirais-je, avec le débit, avec le pompage qui est fait, avec le débit qui est effectué. Donc, nous allons parler de différents types d'essais qui existent dans la littérature, à savoir l'essai de pompage par palier, l'essai de pompage à débit constant, mais aussi les essais de remontée d'eau qui se fait généralement à la fin de l'essai de pompage proprement dit. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement sur l'essai de pompage par palier. Pour une raison simple, les contextes dans lesquels nous travaillons ne permettra pas de réaliser effectivement un essai à débit constant du fait de nos conditions sécuritaires. Les essais à débit constant généralement sont recommandés à beaucoup plus de 24 heures. En continu. Et ça, c'est une chose que nous ne pourrions pas faire, à moins que nous avons des équipements, des outils d'enregistrement automatique pour pouvoir les installer avant de faire un tel débit, un tel essai, autant pour moi. Donc, comme j'ai dit, nous allons nous focaliser sur l'essai de pompage par palier, où nous essayons juste à trouver le débit optimal que nous pourrions exploiter. Les essais de débit à débit constant et de remontée généralement aussi qui servent non pas pour caractériser comment nous allons exploiter le forage, mais qui sont généralement faits pour plus analyser les caractéristiques, cette fois-ci, de l'aquifère, de la nappe. Donc, c'est là où on parle de paramètres comme la transmissivité, comment l'eau circule entre souterraine et aussi la storativité. Je ne maîtrise pas très bien le terme en français. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, pourquoi nous devrions effectuer un essai de pompage? On a déjà donné des éléments de réponse. Est-ce que aussi, une fois de plus, on peut, dans 10 secondes, 30 secondes, nous dire pourquoi, selon nous, pourquoi on pense qu'il faut réaliser un essai de pompage? En quelques mots seulement. Lorenza, s'il te plaît. Ok, bonjour à tous. Donc, je dirais qu'on fait l'essai de pompage, c'est dans le but de connaître notamment les débuts d'exploitation du forage. En même temps, ça va nous permettre de savoir le niveau de calage donc, de la pompe immergée. Donc, principalement, c'est ces deux paramètres. Et puis aussi de savoir, comment dirais-je, la transmissivité du sous-sol. Donc, de savoir, comment dirais-je, s'il y a un passage optimal de l'eau donc, dans les roches supérieures. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorenza, le prénom, c'est quoi, s'il vous plaît, s'il te plaît? C'est Gaussou Camara. Le prénom Gaussou, le nom de famille Camara. Ok, Gaussou, merci beaucoup. Et effectivement, pourquoi effectuons donc un essai de pompage? Tu peux muter, voilà.
Il a bien dit, c'est de déterminer le débit optimal, le débit d'exploitation. Ça, c'est un point très essentiel. Et ça, c'est l'un des points pour lesquels nous, en tant qu'MSF à Ogba, nous allons faire nos essais de pompage. Tu as parlé le niveau de calage de la pompe. Ça, c'est aussi une bonne réponse. Et ça rentre dans ce que nous appelons ici la conception du système. Donc, c'est pas seulement le calage de la pompe, c'est le calage de la pompe, mais aussi, et très important, c'est le dimensionnement de la pompe. Ça, c'est aussi un aspect qui est très, très important. Un autre point qui est aussi important, qui peut être aussi primordial dans certains sous-sols, c'est d'évaluer la qualité de l'eau en situation de stress. Qu'est-ce qu'on appelle situation de stress? Situation de stress, c'est quand nous sommes en train d'extraire de l'eau, quand nous sommes en train de pomper. Donc, comment est-ce que la qualité de l'eau va évoluer durant l'essai de pompage? Est-ce que ça commence avec une eau qui est plus ou moins bonne et puis à la longue, avant la fin de l'essai, on trouve que nous avons de l'eau turbide? Ou bien est-ce que ça commence avec de l'eau turbide et puis à la fin, on constate que nous sommes avec une eau propre? Ou bien est-ce que ça commence avec une eau qui est, je dirais, pas salée? Ça, c'est à travers peut-être les tests de conductivité ou bien de TDS, des matières dissoutes, oui, voilà. Et à la fin, vers la fin de l'essai, on constate qu'on a plus de la conductivité commence à s'élever, qui traduit par exemple qu'il peut avoir une roche minéraire là-bas, un peu dans le sous-sol qui est en train du moins, je ne veux pas dire contaminer l'eau, mais voilà, si on peut le dire ainsi. Donc, ça, c'est les premiers, les points essentiels pour lesquels nous allons faire un essai de pompage et nous allons nous attarder sur ce point-ci pour pour ce webinaire. Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous faisons les essais de pompage, comme a si bien dit Gausso, qui peuvent être pour essayer de voir les propriétés de l'aquifer, donc la transmissivité et autres. Mais aussi, ça peut être une exigence, une exigence réglementée dans le pays où nous nous trouvons. Donc, il y a toutes ces choses. Il y a d'autres aspects qui, pour le moment, nous n'allons pas trop s'attarder là-dessus. Et encore, je vais vous déranger un tout petit peu encore. Quels sont les outils, j'aurais dû mettre outils et non besoin, quels sont les outils nécessaires pour réaliser un essai de pompage, selon nous? Lorenza? Ok, rebonjour. Donc, les matériels dont nous aurons besoin pour réaliser un essai de pompage, donc c'est notamment une pompe immergée qui va nous pomper l'eau. Aussi une source d'électricité, notamment une motopompe, quelque chose comme ça. Aussi, la câble, donc par laquelle l'eau va passer. Et il faut avoir aussi une fiche pour noter les remontées et la descente d'eau avec le temps, en fonction du temps. Parce que comme vous avez parlé, et il y a les essais par palier, par exemple. Donc, à chaque peut-être 10 ou 10 minutes, 15 minutes, en fonction des temps fixés. Donc, il faut prendre les niveaux d'eau. Donc, il faut une fiche pour pouvoir inscrire ces données-là. Donc, je pense que principalement, ce sont ces matériels-là que je pouvais citer. Merci. Merci, Gausso. Il y a Clotaire, métier. Juste en 10 secondes, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Oui, je peux ajouter un chronomètre et puis une vanne pour pouvoir calibrer le pompage. Merci, Clotaire. Alphonse, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bon, je n'ai pas bien écouté Gaussou et je ne sais pas s'il a cité la sonde électrique qui est très essentielle pour mesurer le niveau de l'eau.
D'accord, merci beaucoup Alphonse. Et voilà, je crois qu'il n'a pas parlé de la sonde, mais c'est effectivement ça. Ce dont vous avez mentionné sont les outils dont nous avons besoin. Et nous les classons ici en 4 grandes catégories. Les équipements, d'abord, équipement de mesure du niveau d'eau et l'équipement de mesure du débit. Donc, pour les équipements des mesures du niveau d'eau, nous avons la sonde électrique, comme a dit bien Alphonse, mais ça peut aussi être des capteurs qui sont des capteurs automatiques que nous pouvons mettre à l'intérieur du forage. Nous avons aussi le débitmètre pour mesurer le débit, si nous avons le débitmètre, mais là où nous n'avons pas de débitmètre, nous pouvons utiliser la méthode traditionnelle qui est la méthode du seau avec chronomètre, comme a si bien dit, comme a mentionné Clotaire pour cela. Il y a ça, ce que vous voyez en photo, c'est le kit que nous avons déjà dans nos catalogues. Donc, pour dire qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà un début de solution, de matériel nécessaire pour cela, des matériels importants pour réaliser l'essai de pompage que nous avons déjà dans le catalogue. Et si nous sommes dans un projet, dans une mission où on a un fort composant d'exploitation des eaux souterraines, il serait toujours recommandé d'en avoir cet outil. En plus de cela, il y a donc la pompe et tout ce qui est matériel électrique, comme Gausso a dit. Donc, il y a la pompe, il y a le câble électrique, il y a la source d'énergie qui devrait être soit le système national électrique, si c'est stable, soit un générateur. Mais si c'est un système électrique qui est stable, il faudrait que ça soit, nous soyons sûrs que c'est un système qui est en continu, parce qu'une fois que nous allons le voir un peu plus tard, quand on lance l'essai de pompage, ça devrait continuer jusqu'à la fin. Si nous avons des coupures de coupures d'alimentation électrique, ça peut nous occasionner des problèmes. En plus de cela, il y a quoi encore? Il y a justement, il ne faut pas utiliser des pompes solaires pour les essais de pompage, pour une raison simple. Le pompage solaire fluctue en fonction du débit, en fonction de l'irradiation que le soleil donne le jour où tu fais ton essai de pompage. Du coup, ça serait très difficile, voire impossible de maintenir ton débit, parce que le débit, c'est un débit que tu te fixes, que tu veux utiliser durant une période donnée. Ça serait presque impossible de maintenir avec le pompage solaire. Donc, c'est pas conseillé de faire l'essai de pompage avec une pompe solaire. Ce que vous n'avez pas mentionné, c'est les outils de mesure de qualité d'eau. Tout à l'heure, j'ai parlé de qualité d'eau quand on regardait pourquoi nous faisons les essais de pompage. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Nous ne demandons pas d'avoir un kit pour faire toute l'analyse chimique de l'eau, non. Mais juste ce petit appareil qui est le conductimètre que je pense nous tous nous maîtrisons, peut être suffisant. Un conductimètre, un tubidimètre peuvent nous déjà indiquer quelques paramètres sur la qualité de l'eau. Et la conductivité, c'est quoi? Ça nous indiquera si, par exemple, nous avons une eau salée, et ça nous dira peut-être on a une eau salée sur quel aquifer, sur quelle nappe, etc., etc. Donc ça, c'est un point qui est très important, mais qui est le plus souvent oublié quand nous faisons les essais de pompage. Last but not the least, c'est aussi les outils, les fiches de collecte des données, qui est aussi un outil très, très, très important. Et ça, j'avais bien voulu que quelqu'un mentionne ça, et je suis content comme Gaussa l'a fait. Ça, c'est la fiche qui permettra de collecter toutes les données dont nous avons besoin. Tout à l'heure, nous avons parlé des données de niveau d'eau. Les données de niveau d'eau qui nous donnera du rabattement, mais aussi les données du débit. Et c'est seulement après avoir collecté ces données, ces informations, que nous pouvons maintenant faire nos analyses pour pouvoir choisir notre débit d'exploitation ou bien des débits optimales. Voilà. Donc, next slide is this one.
Alors, nous allons donc entrer sur comment effectuer un essai de pompage. Et pour le faire, nous allons faire quelques petites définitions d'abord, qui sont le débit, qui sont le niveau statique, le niveau dynamique et le rabattement. Et le débit, c'est quoi? Quand nous faisons l'essai de pompage, nous cherchons, on peut avoir plusieurs débits dans le forage. On peut avoir un débit minimum, on peut avoir le débit maximum, on peut avoir un débit X quelconque, mais le but, c'est d'avoir ce que nous allons appeler le débit d'exploitation ou bien le débit optimal. Vous voyez un peu. Et le but, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir se rassurer que le forage permette à ce que si nous revenons demain, nous puissions toujours avoir cette eau. Le niveau statique, c'est quand on a fini le forage, on a laissé le forage au repos, c'est le niveau d'eau qui est le niveau d'eau dans le forage, dans le puits, avant tout événement de pompage. Le niveau dynamique, quant à lui, c'est le niveau quoi? C'est le niveau c'est le niveau que l'eau aura, c'est le niveau que l'eau aura quand nous sommes en train de pomper. Et avec un débit X, on peut avoir un niveau dynamique Y. Et si le débit est élevé, le niveau dynamique peut être plus bas. Si elle est si elle est faible, le niveau dynamique est un peu plus élevé. Et le rabattement, donc, c'est quoi? Ça serait le niveau, la différence donc, entre ces deux niveaux vis-à-vis, tout ça là, c'est vis-à-vis le sol, ou bien le point de référence que nous nous sommes fixés quand nous sommes en surface. Donc, maintenant, pour effectuer donc l'essai de pompage à proprement dit, qu'est-ce qu'il faut? Avant de commencer, il faudrait d'abord un débit variable que nous appelons ici le débit de conception, qui pour nous, c'est un débit. Ça, et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de parler de l'essai de pompage par palier. Vous voyez un peu. Donc, le débit de conception ici, on peut l'avoir d'après plusieurs méthodes. Il n'y a pas de formule fixe, mais on peut l'avoir d'après plusieurs méthodes. Et ce que je recommande généralement, c'est, OK, je veux mettre en place un projet, et mon projet, c'est pour alimenter quelque chose. Ça peut être un hôpital, ça peut être un village, ça peut être un camp, etc. Donc, on commence par l'amont pour essayer d'évaluer les besoins de ces personnes. Et après avoir évalué les besoins, j'utilise donc ce valet de besoin pour essayer de me définir un débit de conception qui, si je me donne un temps de pompage, par exemple 10 heures par jour ou bien 2 heures par jour, pourrait couvrir les besoins mes besoins que je cherche à couvrir. Donc, c'est un peu ça l'idée du débit de conception qu'il faut chercher en premier. Si on ne passe pas par cette méthode, on peut utiliser aussi la méthode traditionnelle, où c'est la méthode où le foreur nous aurait dit le débit de ce forage est de X, généralement qui est obtenu après avoir fait le soufflage du forage. On peut décider de l'utiliser comme débit de conception, et à partir de là, nous allons pouvoir avancer. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu cela. Après avoir donc défini le débit de conception, il est donc question de définir les débits pour chaque palier. Donc, tout ça là, c'est un travail qui devrait être fait en amont avant de mobiliser, généralement même avant de penser à faire le contrat pour venir faire l'essai de pompage. Vous voyez un peu. Donc, ça se fait en amont. Quand on a eu le débit de conception, on divise maintenant ces débits de conception en 4, comme c'est défini là, pour avoir nos 4 paliers. Et les 4 paliers-ci, ils sont divisés comme vous le voyez là. Donc, le débit de conception Q0, d'abord le K, le 3K. L'étape 3 devrait être le débit que nous recherchons. Et puis, l'étape 4, un peu plus élevé, ça c'est pour voir probablement, on peut avoir un débit, mais le forage, on pourrait peut-être prendre un peu plus dans ce forage. Donc, après avoir fait le débit de conception, voilà donc ce qu'il faut toujours utiliser
pour pouvoir définir les débits que doivent utiliser celui qui ferait l'essai de pompage pour chaque palier. Ce n'est pas question de laisser celui qui vient faire le pompage, il vient sur le terrain, il prend le débit, il démarre la pompe et puis il note n'importe quoi pour dire que ça c'est le débit, le début du palier 1, palier 2, etc., etc. À l'issue de ça, je dis ici, je mentionne ici là que chaque palier devrait avoir 90 minutes. Il faudrait faire un palier pendant au moins 90 minutes. La bonne pratique ou bien ce qui est généralement pratiqué et beaucoup plus recommandé dans la littérature, c'est généralement 2 heures. Mais on peut arriver que peut-être le contexte ne nous permet pas et plein d'autres facteurs et puis on descend jusqu'à 1 heure. Néanmoins, nous à OCBA, nous recommandons fortement 90 minutes, donc 1h30 minutes. Et si nous faisons cela, ça nous donnera maximum une idée de un total de pompage de 6 heures. Ces 6 heures, pour nous, ça peut cadrer dans la plupart des cas avec nos activités où nous pouvons faire le suivi effectif de ce qui se fait sur le terrain. C'est pour cette raison que nous avons recommandé à OCBA de toujours faire les essais de pompage pendant 90 minutes. Si on peut faire ça plus, ça serait toujours plus bien parce que dans la science, plus on a des données, plus on est sûr de ce que nous sommes en train d'avoir comme conclusion. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les préalables. Maintenant, quand on a défini tout cela, on a défini le débit de conception et puis on a défini le débit par palier, on devrait normalement passer un essai de dimensionnement, ce qu'on appelle un essai de dimensionnement à la veille, 1 jour ou 2 jours plus tôt, pour 1 ou 2 raisons. Première raison, c'est tout à l'heure, quelqu'un a mentionné la nécessité d'avoir une vanne pour le réglage. Si nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de débitmètre, n'est-ce pas? Il faudrait avoir la vanne pour pouvoir mentionner, il faudrait que du moins c'est la veille de l'essai, nous essayons de régler la vanne et puis de trouver avec les vannes, les positions des vannes qui vont correspondre au débit nécessaire, au débit dont nous avons besoin. Donc, on aura défini Q1, Q2, Q3, Q4, mais ce n'est pas le jour de l'essai de pompage, durant l'essai de pompage, qu'il faudrait qu'on commence à chercher c'est quoi Q1, c'est quoi Q4. Vous voyez un peu. Donc, l'essai de dimensionnement permettra à ce que, à la veille, on essaie de définir quelle position la vanne doit avoir pour qu'on ait Q1. Quelle position on doit avoir pour avoir Q2, Q3 et Q4, etc. Ça, c'est la première raison pour cela. La deuxième raison maintenant aussi, c'est quoi? Quand on a fait cela, on sait qu'on va pomper pendant, on va utiliser le débit Q4 qui, durant notre essai de pompage, est le débit maximum, n'est-ce pas? Mais nous ne savons pas le comportement de la nappe, nous ne savons pas le comportement de la nappe vis-à-vis ce débit. Et nous ne sommes pas sûrs que si nous engageons avec Q4, le rabattement n'atteindra pas la pompe. Donc, il serait donc aussi judicieux que, comme nous avons défini la durée de nos paliers de 90 minutes, il faudrait que la veille, nous lançons la pompe au débit Q4 pendant 90 minutes. Comme ça, là, nous sommes sûrs que le jour que nous sommes en train de faire le test, quand nous sommes en train de vérifier le rabattement, le rabattement, l'eau ne descend pas jusqu'à la pompe. Donc, ça, c'est l'objectif principal de cela, pour que le niveau d'eau, le niveau dynamique n'atteigne pas le niveau de la pompe, donc pour éviter un fonctionnement à sec. Parce que si après 45 minutes, on tombe sur fonctionnement à sec, ça, c'est qu'on aurait perdu les 45 minutes là et les données que nous aurons récoltées, on ne pourra pas exploiter vis-à-vis les 3 autres paliers. Donc, c'est un peu pour cela que nous recommandons vivement de faire ces essais de dimensionnement avant. Donc, ça, c'est un peu donc une répétition de ce que j'aurais déjà dit. Chaque palier donc devrait avoir 90 minutes et on commence
toujours par Q1, Q2, Q3 et Q4, donc le plus petit jusqu'au plus grand, et non pas l'inverse, parce que dans beaucoup de des endroits aussi, nous constatons qu'il y a toujours l'inverse. On commence avec un débit élevé et à la fin, on a un débit faible et vous voyez, ça devient un peu compliqué l'analyse. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple ainsi. Et durant ça, donc, il faudrait enregistrer progressivement, comme on a dit tout à l'heure, il faudrait enregistrer progressivement le rabattement. Et il faut le faire encore chose pratique. Beaucoup d'endroits, on va dire qu'on prend on mesure le rabattement chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, chaque 30 minutes, etc., etc., etc. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien, pourquoi? Parce que quand on lance la pompe, la pompe a deux régimes. Du moins, il y a un régime turbulent qui subvient directement quand la pompe lance, et au fil de temps, le régime transite pour un régime d'écoulement normal. Vous voyez un peu. Donc, avec ce moment de turbulence, la réaction au niveau de la nappe, elle est un peu plus, comment dirais-je, elle est un peu différente par rapport à quand c'est un peu plus stable. Donc, nous recommandons toujours, et ça c'est ce que beaucoup de personnes n'aiment pas faire, nous recommandons toujours de le faire quand nous voulons faire les 5 premières minutes. Toujours, il faut prendre le niveau d'eau chaque 30 secondes. Ça, c'est très important et je veux réitérer ce point-là. Les 5 premières minutes, chaque 30 secondes et non chaque 5 minutes comme ça se pratique dans certains endroits. Après les 5 premières minutes, on le prend chaque 1 minute. Et après cela, on le prend chaque 5 minutes jusqu'à la fin de l'essai. Donc, le minimum de temps que nous avons, le maximum de temps entre deux prises comment dirais-je, de niveau d'eau, ça devait être de 5 minutes et non pas les 10 minutes, 20 minutes que nous avons l'habitude de voir. Comme j'ai dit, plus on a des données, plus on voit exactement comment se comportera la nappe et plus on aura des essais, nous serons plus sûrs de ce que nous avons comme résultat. Maintenant, l'essai de remontée qui, pour le moment, pour notre cas d'espèce, n'est pas très nécessaire parce que c'est beaucoup plus pour comment dirais-je, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les caractéristiques de l'aquifer en corrélation avec l'essai à débit constant. Mais il y a une information déjà que nous pouvons avoir sur notre forage. Généralement, c'est que le temps que ça prendra pour que le niveau d'eau atteigne à nouveau le niveau statique. Chose curieuse, dans beaucoup de contrats que nous voyons passer, on va préparer un contrat soit disant il faut faire l'essai de pompage avec une remontée d'1 heure. Et celui à qui on va donner le contrat ferait toujours que la remontée soit d'1 heure. Mais en réalité, ce n'est pas toujours en 1 heure de temps que la remontée qu'il faut avant la remontée. Si c'est en 1 heure ou bien moins, ça c'est très bien. Ça veut dire que nous sommes dans une très bonne nappe. Mais ça peut arriver que ça prend beaucoup plus d'1 heure. Souvent même, ça peut aller jusqu'à 12 heures, voire même 24 heures. Et si entre ton premier événement de pompage et ton deuxième événement de pompage, tu t'en rends compte que le niveau d'eau n'a pas pu atteindre le niveau statique, ça commence à te donner une idée un peu large de la nature de l'aquifer que tu es en train d'exploiter. Tu vois un peu, et ça te dira que voilà, si déjà j'ai fait l'essai de pompage entre aujourd'hui et demain, le niveau statique n'est pas la même chose entre aujourd'hui et demain. Là, je commence à m'interroger sur est-ce que mon ouvrage pourrait me couvrir sur le long terme. Mais comme j'ai dit, ça c'est juste une première observation que ça puisse donner. Donc, comme j'ai dit, la remontée, ça dépendra et ça prend beaucoup plus d'1 heure ou bien de 2 heures que je vois que nous voyons souvent dans beaucoup de contrats. Si ça prend 8 heures, il faudrait qu'on essaie d'en avoir réellement plus ou moins ce que cela peut donner. Après, non, pas après, mais durant donc l'essai de pompage, advient donc cette fiche, comme on a dit Gaussou, qui est la fiche qui est très importante. Et vous voyez, comme j'ai mentionné,
Après les identifications et tous les caractéristiques du forage qui sont nécessaires là, le niveau statique, l'heure de début de pompage, l'heure de fin de pompage, si nous sommes en train de faire le test avec le seau, le volume du récipient que nous utilisons, la cote d'installation de la pompe, qui est aussi quelque chose de très important vis-à-vis l'équipement. Je voudrais dire l'équipement en termes de tuyaux dans le forage, des tuyaux pleins et des tuyaux crépinés. Comme j'ai dit, pendant les 5 premières minutes, chaque 30 secondes, il faut que nous prenions, nous enregistrons le niveau d'eau. À partir de la 5e minute jusqu'à la 10e minute, jusqu'à la 15e minute, donc les 10 prochaines minutes, on prend chaque 1 minute et après ça, chaque 5 minutes jusqu'à la fin. Donc, ça nous donne un tableau avec, si ma mémoire ne me trompe pas, nous devrions avoir au minimum une centaine de valeurs de rabattement pour ce que nous recommandons. Mais vous allez convenir avec moi, dans beaucoup d'endroits où nous avons eu à faire cela, c'est à peine que nous avons 20 valeurs pour les essais de pompage qui ont duré généralement 4 heures. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Il faudra toujours remplir ça. Et si nous donnons ça à un prestataire, il faudra que nous rassurons qu'eux, ils savent ce qu'ils doivent faire effectivement. Et c'est avec cela que le rapport de l'essai de pompage peut être fait. Pour les analyses, voilà ce que nous demandons sur les équipes terrain. Une fois que vous avez ça, vous partagez avec vos points focaux au niveau du siège qui pourrait vous aider à analyser et à sortir avec un débit d'exploitation qui est ce que vous devriez utiliser et non pas ce que les sites des prestataires, ce qu'ils vont vous donner, parce que la plupart du temps, ils vont vous donner des chiffres parce que nous avons besoin des chiffres. Et quand nous allons voir des chiffres, nous allons être très contents et je suis presque convaincu que parmi ceux qui sont en train d'écouter, nous avons vécu des situations où nous avons eu un forage qui avait été réhabilité et ça n'a pas fait longtemps. On a arrêté de ça, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de l'eau à cause de petites choses comme ça. Donc, c'était cela. Juste un peu d'analyse sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ça, c'est les résultats d'un essai de pompage qui a été fait sur un forage, sur un de nos projets MSF OCBA, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'OCBA. Et c'était sur le même forage qui avait... Ça, c'était en novembre 2023 que ça avait été fait. Ici, en février 2024, que ça a été fait. Et vous voyez, vous voyez la forme des différentes courbes qui sont ressorties, du moins des données qui sont ressorties. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que déjà, je ne voudrais pas que ce soit exactement la même chose, mais tout au moins, les formes devaient plus ou moins avoir, devraient se ressembler si ça avait été fait selon le cas. Prenons un peu l'exemple de novembre 2023. Ici, nous sommes à un débit de 2 mètres cubes par heure. Du moins, plus ou moins, un peu plus de 2 mètres cubes par heure. Ça, c'est le deuxième palier. Et au niveau du troisième palier, nous sommes à environ 3,5 mètres cubes par heure. Vous voyez. Mais quand nous regardons un peu plus bas, avec le débit de 2 mètres cubes par heure, nous avons un rabattement qui avoisine, nous avons un niveau d'eau dans le forage qui avoisine les 11 mètres. Ça, c'est avec un pompage de 2 mètres cubes par heure. Mais plus loin, nous allons à 3,5 mètres cubes par heure et le niveau d'eau chute. Vous voyez un peu. C'est un peu ce que je voudrais sortir comme différence. Comme différence, vous voyez un peu. De ce côté, il y a vous voyez, ils ont commencé avec un débit qui est plus élevé. Ça, c'est le niveau 1, le palier 1, le palier 2, le palier 3, le palier 4. Avec le palier 1, le niveau d'eau est à 15 mètres. Et nous sommes en train de pomper à 4,5 mètres cubes par heure.
Vous voyez un peu. Mais quand nous diminuons le débit, d'après cet essai, quand nous diminuons le débit, le niveau d'eau chute encore plus dans le forage. Vous voyez un peu. Ça, c'est encore un peu une incohérence. Vous voyez un peu. De l'autre côté, sur le même forage, on a refait déjà sur ces deux essais, les personnes qui ont fait les essais de pompage n'ont jamais produit un rapport pour ces deux essais. Jamais, ils n'ont jamais produit un rapport pour MSF. Par contre, ici, sur le troisième, nous avons quelque chose qui maintenant commence à avoir l'air de ce que nous devrions rechercher quand nous faisons l'essai de pompage, bien qu'ici, il y a eu aussi un petit souci, l'essai de dimensionnement qui n'avait pas été bien fait, ça n'avait pas été bien, les vannes n'avaient pas été bien calées. Vous voyez un peu. Donc, sur ce forage, vous voyez, nous sommes partis sur ce forage pour faire 4 paliers. On a pu faire, vous voyez cela, on a seulement 3 points parce qu'au niveau du 4e palier, le débit a fortement chuté et du coup, c'était un peu difficile de poursuivre l'essai au niveau comment dirais-je, du palier 4 parce que nous sommes tombés sur un point de fonctionnement à sec. Vous voyez un peu. Donc, néanmoins, quand nous faisons l'essai de pompage, si nous traçons les données, ça c'est quoi? Ça c'est le débit contre le niveau d'eau, nous devrions toujours avoir quelque chose qui ressemblerait à cette forme que nous voyons là. Et c'est avec cette forme-ci que nous essayons d'avoir le débit optimal, ou du moins le débit d'exploitation. Vous voyez un peu. Donc, ce que nous demandons, donc, dès une fois qu'on a récolté toutes nos données de niveau d'eau et de débit, si nous traçons cette courbe, on devrait avoir une courbe qui est à l'air de ceci. Donc, vous voyez, le palier 1, c'est là, le palier 2, c'est là, le palier 3 et le palier 4. Le palier 4, on l'a mentionné ici parce que c'est allé jusqu'au niveau de la pompe. Ça, c'était la cote d'installation de la pompe. Du coup, tous les données après cela n'étaient pas très utiles. Donc, on ne peut pas déjà atteindre ça parce que ça dépasse déjà la pompe. Ce débit-là n'est pas un débit idéal pour nous. Donc, quand nous avons donc la courbe ainsi, nous traçons donc 2 tangentes. Ça, c'est la méthode graphique de l'analyse ou bien de détermination du débit d'exploitation. Il y a d'autres méthodes. Hein. Il y a des méthodes un peu plus, comment dirais-je, un peu plus scientifiques, un peu plus techniques, avec les équations et les équations de Thiens et autres qui existent. Mais ça, c'est la méthode graphique qui est un peu l'une des méthodes les plus utilisées, où il suffirait juste de tracer donc 2 tangentes sur cette courbe. Première tangente qui est sur la partie un peu plus stable du forage. Point à noter, la première partie de cette courbe indique généralement la partie où le débit de pompage est moins élevé que c'est moins élevé, oui, est moins élevé que le débit de recharge du forage. Et la partie où ça chute, ça commence à nous indiquer que le débit de pompage est plus élevé que le débit de recharge. Du coup, c'est pour ça que le niveau d'eau chute rapidement parce que nous sommes en train d'enlever beaucoup plus que ce qui est rechargé. Donc, les 2 tangentes donc, sur ces 2 parties, la partie où la recharge est plus élevée et la recharge est moins élevée, l'intersection de ces 2 tangentes nous donne généralement ce qui est le débit optimal. Et à l'issue de ce débit optimal, nous cherchons donc à avoir le débit d'exploitation qui généralement nous utilisons un facteur coefficient, généralement 80%, ce qui est recommandé pour prendre en considération les erreurs qui pourraient être entrées lors de l'essai. Donc, ça, c'est un peu une brève aperçu de pourquoi on demande toutes les données que nous demandons et comment nous analysons ces données. Il y a d'autres analyses que je n'ai pas mentionnées ici là et qui, si vous vous rappelez, sur la première courbe qui était sur le diapo, c'est par rapport à cela, mais ça, on n'entre pas dans le détail aujourd'hui. Olivier, 10 minutes.
Thank you, pour la Maïté. fin. C'est bon, merci. Par rapport aux responsabilités, donc, je dirais ici, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Déjà, ça peut être le foreur, ça peut être l'entreprise. Donc, on peut donner la responsabilité de l'essai de pompage à celui qui nous a fait le forage. On peut donner à quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se rassurer que le débit, le rabattement, les temps sont respectés. Donc, les spécifications techniques qui sont définies par OCBA soient respectées par cette personne à qui nous donnons ça. Si nous ne donnons pas ce forage à quelqu'un d'autre et si nous avons le matériel, nous pouvons faire l'essai de pompage de nous-mêmes. C'était ça l'idéal donc de ce webinaire. Nous pouvons le faire, mais aussi tout ce que nous demandons au foreur ou bien à l'entreprise ou bien à un sous-traitant, nous devrons se rassurer de ces mêmes aspects-là. Et pour tout ça, donc, pour les ressources, donc, il y a bien évidemment le contrat que je pense, nous tous, nous connaissons ça, c'est le modèle de contrat général de MSF, mais plus encore, et ça c'était mentionné par André, ça c'est une fiche technique pour les forages, une fiche technique pour les forages et pour le design de forage qui existe, que nous avons préparé, et je crois que certains d'entre vous utilisent déjà ça. En ajout de ces fiches techniques, il y a des spécifications techniques pour la foration et des spécifications techniques pour l'essai de pompage qui existent également et que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Ça, ce sont des choses qui sont nécessaires à pousser pour que qui que ce soit qui fait l'essai de pompage puisse adhérer. Et nous, en tant qu'MSF, nous assurons, comme André a dit hier, nous nous assurons de la surveillance. Et pour ne pas trop parler encore, il y a cette fiche qui est la fiche pour la collecte des données. Et voilà. Donc, en gros, c'était quoi? L'essai de pompage par palier, il faut toujours définir Q1, Q2 et jusqu'à Q4 à la fin. Du moins, au début, c'est un travail qui se fait au préalable après avoir défini, identifié le Q0. Il faudrait, nous recommandons toujours 90 minutes. Et si ça ne peut pas atteindre 90 minutes, OK, on pourra faire un compromis, mais on va devoir réajuster la fiche de collecte de données et l'importance de l'essai de dimensionnement qui est primordial pour pouvoir déjà bien calibrer, savoir comment régler les ventes pour ne pas commencer à chercher le jour de l'essai. Le débit optimal ou bien le débit d'exploitation, c'est avec ça que nous allons utiliser pour pouvoir dimensionner notre système. Et dimensionner notre système, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous installons notre pompe, mais nous calculons ou bien nous choisissons quelle pompe exactement pour pouvoir mieux correspondre à notre système. Et le système consiste à quoi? Ça consiste au pompage, au débit de pompage, mais aussi au niveau dynamique de l'eau, le temps manométrique total de l'eau, qui est aussi un facteur très important. Et en dernier lieu, nécessité de toujours connaître bien, de bien définir les débits, de bien définir le temps, mais aussi de bien définir le rabattement et de s'assurer que l'équipement qui est amené pour l'essai est un équipement adéquat, est un équipement correct. Tout récemment, on a fait un essai de pompage quelque part et nous avons dû le recommencer 3 ou 4 fois parce que chaque fois, nous avions eu des problèmes avec le générateur. On commence l'essai, le générateur s'arrête en cours de route. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudrait un peu éviter et on devrait veiller à cela. Si on envoie quelqu'un sans avoir des prestataires, du moins, quelqu'un de notre équipe qui supervise, la pompe peut s'arrêter, les gens tripatouillent et puis redémarrent et puis continuent. Ils nous donnent des chiffres, un peu comme ce que nous avons vu tout à l'heure, et ce ne seront pas des chiffres exacts. Il y a des exemples de ce genre de situation. Merci, donc voilà ce qu'on avait voulu partager avec vous. Ça a été un peu rapide, mais vos questions sont les bienvenues ou bien vos commentaires. Il y a déjà 2 questions pour de commentaires sur les chats, Olivier. OK, je vais chercher le chat. Il faut que j'arrête le plein écran. Comment on fait ça? Je peux dire un exemple pour la définition de débit pour les paliers. La définition des débits, donc des Q1, Q2, Q3, c'est ça? Oui. La question exacte, c'est quoi? Parce que je n'ai pas très bien compris.
Oui, peut-être de Enza Est-ce que la peut personne se muter. Voilà. Ok. Effectivement, c'est pour Q1, Q2, Q3 et Q4. Je voulais un exemple, quoi. Si vous pouvez donner un exemple. Voilà. Avec ces différents Ok. débits-là. Ok, je ne sais pas si tu parles d'exemple en termes de chiffres, mais est-ce que tu as déjà compris tu avais déjà compris ce que, parce que pour définir Q1, Q2, ça part par Q0. Est-ce que tu as compris la définition de Q0? Et voilà, si vous pouvez réexpliquer la définition de Q0 et puis à partir de Q1, Q2, de le faire avec des chiffres, quoi. D'accord. Donc, Voilà. la Q0, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut commencer sur quelque chose. Il faut commencer par sur une base et il n'y a pas de base concrète. Donc, ce que nous conseillons généralement, c'est quoi? Il faut partir de la base des besoins que tu veux couvrir. Donc, disons que tu es quelque part et puis tu as besoin de pomper. Je prends un chiffre bidon. Tu as besoin de pomper 20 mètres cubes, de donner 20 mètres cubes par jour, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faudrait que ton forage puisse donner 20 mètres cubes par jour. Mais le jour ici, c'est 24 heures. Et la pompe ne fonctionnera pas 24 heures. Donc, peut-être tu dis, OK, selon mon contexte, je peux être dans un contexte où j'utilise un générateur. Et si j'utilise un générateur, je dirais, je prends un maximum où chaque jour, je vais pomper 5 heures par jour avec mon générateur. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire, il faudrait qu'en 5 heures, je puisse produire 20 mètres cubes. N'est-ce pas? Donc, si en 5, je puisse produire 20 mètres cubes, ça veut dire, ça me donne déjà une idée de ce que je dois produire par heure. Qu'est-ce que je dois produire par heure? C'est 20 mètres cubes divisé par 5. Ce qui fait, ça fait combien? Ça fait 4 mètres cubes par heure, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois pouvoir avoir 4 mètres cubes par heure pendant les 5 heures pour pouvoir me donner les 20 mètres cubes dont j'aurais besoin pour toute la journée, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Maintenant, on prend ça, c'est les 4 mètres cubes par heure. Maintenant, pour faire l'essai de pompage, nous allons devoir aller progressivement. Et j'ai dit, il faut définir donc Q1. Q1 devient Q0 divisé par 4. Donc, on prend les 4 mètres cubes par heure, on divise par 4. Donc, le premier palier, on doit le faire à 1 mètre cube par heure. Le deuxième palier, on doit le faire à, c'est le 3K, donc 3 fois 7, 3 fois 4, 12, divisé par 4, ça fait 3, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Donc, le premier palier, c'est à 1 mètre cube par heure. Le deuxième palier, c'est à 3 mètres cubes par heure. Ça, c'est en dessous de ce que nous voulons. Mais ici, nous sommes en train de vouloir faire l'étude pour essayer de voir le comportement du forage. C'est pour ça que cela est nécessaire. Tu vois un peu. Le troisième palier, quant à lui, serait le Q0 que nous sommes fixés, qui va être les 4 mètres cubes par heure. Et le quatrième palier, ça va être un peu plus élevé. Donc, 4 fois 4, ça fait 16, divisé par 3, ça ferait 16, ça ferait dans les 5, et poussières de mètres cubes par heure. C'est comme ça que nous faisons pour définir donc les différentes cubes. Maintenant, comme j'ai dit, l'essai de dimensionnement, quand on a défini Q1, 2, 3 et 4, l'essai de dimensionnement, ça nous permettra de régler nos vannes parce que déjà, il est peut-être pas évident que nous allons avoir une pompe qui, à débit maximum, ou bien à vanne complètement ouvert, va nous donner seulement 5. Ça peut nous donner plus. Tu vois un peu. Donc là, maintenant, la veille, on fait l'essai de dimensionnement pour essayer déjà de régler ces différents, pour trouver les positions des vannes pour avoir ces différents débits. Donc, il faut avoir la vanne, il faut avoir le seau, il faut avoir le chronomètre. Et puis, on règle la vanne. On voit à ce niveau, on mesure le débit une fois, deux fois, trois fois. On voit que c'est plus ou moins ce que nous recherchons. Quand je dis 1 mètre cube, ce qui est sûr, en réalité, ça serait presque impossible d'avoir nettement 1 mètre cube heure. Si nous avons 1,1, 1,2, 1,3, ce n'est pas mal. Si nous avons 0,9, 0,8, ce n'est pas mal. On peut faire la moyenne, c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est très bien compris. Merci beaucoup. Merci. Si on pourrait aussi ces différents docs, s'il y a une mise à jour. Ah, ok, ça c'est le partage de documents. D'accord. Autre question? Oui, c'est vrai. Même hier, le document, vous ne l'avez pas encore partagé.
les documents Non, d'hier. tous les enregistrements vont être envoyés avec tous les spécifications techniques. Ça va dans le même mail que vous avez reçu pour l'invitation. Éventuellement, quand on aura fini ces deux premières séances, on va devoir partager tout cela. D'accord. OK, merci. Mais vous pouvez contacter vos points focaux WhatsApp directement. Ils vont vous donner ces documents. Ils sont dans le logly, donc contactez directement vos points focaux, du moins vos MST, et puis ils peuvent vous donner. Alphonse. Oui, bonjour encore. Donc, je suis très content que sur la première image, là, j'ai vu, je ne sais pas si c'est mon forage à métier. OK. Donc, Tu te sens coupable. C'est ton forage à métier, effectivement. en tout cas, c'était vrai, ouais. Ouais. Donc, je voulais juste par rapport comment on appelle, à l'essai de pompage, là, c'est dans tout le cas, même si c'est pour les installations des pompes immergées, même si c'est pour les pompes manuelles, on a toujours nécessairement, n'est-ce pas, pour faire l'essai de débit, juste pour être sûr. Ouais. Donc, c'est un peu ça que je voulais. Oui, idéalement, c'est toujours... Voilà. Et puis, pour le cas, par exemple, si on a un programme de forage et on s'est rendu compte que vers la fin, nous avons un forage très productif. Donc, peut-être que, disons, quelles sont maintenant comment on appelle, les orientations par rapport à ça? Parce que sinon, si on a un forage qui dépasse même, supposons qu'on est en train de chercher un forage de 4 mètres cubes, par exemple, et que nous arrivons à tomber sur un forage plus de 10 mètres, 20 mètres cubes. Bon, maintenant, ce sont les orientations. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Merci. Merci, Alphonse. D'accord. Idéalement, pour chaque exploitation de forage, il est toujours important de faire l'essai de pompage. Toujours. Parce que c'est vrai, on dirait peut-être que pour les pompes manuelles, ça peut ne pas être nécessaire, mais les pompes manuelles, eux aussi, ils extraient de l'eau. Tu vois un peu. Donc, si on ne connaît pas ce qui est le débit optimal ou bien le débit d'exploitation d'un forage, on peut mettre un système, on peut mettre une pompe manuelle et on se rend compte que peut-être il n'y avait même pas du tout de l'eau dans ce forage. Du moins, ou bien il était très peu. Tu vois un peu. Donc, on aura peut-être mis même la pompe manuelle pour rien. Tu vois un peu. Donc, c'est toujours idéal quand on a la possibilité de faire l'essai de pompage, quelle qu'en soit la pompe, ou du moins, quelle qu'en soit l'utilisation que nous voulons mettre. Pour le deuxième, le deuxième volet de ton propos, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'il faut si jamais on recherche 4 mètres cubes heure et puis on a 20 mètres cubes heure? Mais on ne fait rien. On a 4 mètres cubes, on a 20 mètres cubes heure. Nos besoins, c'était 4 mètres cubes heure. Si c'était un besoin spécifique, on subvient d'abord à nos besoins. Mais si on s'en rend compte qu'on peut exploiter plus, là maintenant c'est à vous qui êtes là d'en discuter avec vos opérations pour dire, OK, voilà, nous sommes tombés sur un forage ainsi. Peut-être il y a un besoin, il y a un besoin ailleurs que ce forage peut couvrir. On peut le dire, voilà, est-ce qu'on peut donc, au lieu de se focaliser, de sous-exploiter ce forage, est-ce qu'on peut utiliser ce forage pour aussi couvrir ses autres besoins? Tu vois un peu. Donc, il faudrait toutes ces données pour pouvoir utiliser, pour essayer de faire un plaidoyer, si je le dirais ainsi, en interne, pour pouvoir un peu escalader un peu les opérations, les activités, si jamais le besoin se fait ressentir. Mais si le besoin ne se fait pas ressentir, nous prenons seulement, nous exploitons pour notre besoin. Et vous voyez, vous vous rappelez, il y a un point où j'ai dit, il faut toujours qu'on partage ces informations. En fait, ce sont des archives. On prend ces informations, on essaie de donner aux autorités parce que nous sommes MSF. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là demain, mais probablement après-demain, nous ne sommes pas là. On partage ces informations aux autorités, aux autres qui vont rester. Et par la suite, si jamais quelqu'un serait intéressé ou bien si jamais dans le futur le besoin se posera, voilà, on pourrait exploiter. OK, merci beaucoup. J'espère qu'on aura encore d'autres séances concernant le dimensionnement des pompes, non? Ça, c'est vraiment intéressant.
Dimensionnement de pompe, ça c'est bien noté aussi. Je crois que si vous avez vu sur l'invitation qui vous a été partagée, il a été demandé si jamais il y a des sujets dont vous aimeriez que soit abordé, n'hésitez pas de mentionner. Donc, vous pouvez, je crois qu'il y a un pôle, Maïté, tu me corrigeras si je me trompe, ou bien s'il n'y a pas, ça viendra pour que vous puissiez donner un peu de vos points. Donc, ça c'est déjà bien noté. Voilà, Je crois que juste pour compléter, Alphonse. OK. Donc, avec le dimensionnement de la pompe, on peut commencer déjà par l'interprétation d'un essai de pompage. Donc, aller du dimensionnement de la pompe et pourquoi pas aller jusqu'à dimensionnement des panneaux et tout ça pour pouvoir exploiter le fourrage. Ça marche, point bien noté. Oui. Mhm. Ok, merci. Merci. D'accord. Juste un dernier point, on a parlé de l'essai de pompage. Il y a un aspect un peu, excusez-moi, ça a déjà débordé un peu de 5 minutes. Il y a un point que je n'ai pas mentionné, c'est que l'essai de pompage, il faut toujours savoir la saison à laquelle nous faisons l'essai de pompage. Et idéalement, ça serait conseillé de le faire en période d'étiage. Étiage, c'est quand c'est à la sécheresse, non? Quand il n'y a pas de l'eau, quand il n'y a pas de l'eau, en saison sèche, au fait. Parce que c'est sous-entendu que c'est la période où le sous-sol est moins chargé. Du coup, on a moins d'eau dans la nappe. Vous voyez un peu. Donc, c'est toujours conseillé de le faire à cette période-là. Et voilà. Si jamais nous sommes maintenant dans une situation où les besoins varient avec le temps et les choses comme ça, là, on peut décider de le faire chaque un an, du moins en saison, en période de tirage et en période de crue, juste pour essayer d'analyser. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais aussi, si jamais nous sommes dans une exploitation un peu long terme et que nous voulons voir le comportement de notre forage, ça peut être conseillé de faire les essais de pompage à des fréquences bien définies. On peut décider de le faire chaque un an, chaque 2 ans. Et si on le fait ainsi, quand on a ces données, par exemple, sur 2, 3, 4, 5, 10 ans, on peut maintenant essayer d'analyser et puis voir comment de mieux comprendre le comportement de ces forages. Ça n'entre pas un peu dans le cadre de ce que nous recherchons à MSF parce que nous ne durons pas aussi longtemps, mais juste savoir que ça, c'est les choses, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait une fois et puis on oublie. C'est quelque chose qu'on le fait, mais fréquemment, on doit le faire parce qu'aujourd'hui, tu peux faire l'essai de pompage, tu t'en rends compte, tu as une courbe qui a une forme un peu comme ce qu'on a vu aujourd'hui, mais demain, tu le feras. Tu t'en rends compte que la courbe a un peu baissé ou bien que ça a un peu aimanté. Et puis, chaque mouvement du forage renseigne un peu sur le comportement. Donc, ça, je voulais juste dire pour que nous sachions que c'est quelque chose qui est possible. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Là, je vous dirais merci beaucoup de... Ah non, je vois un commentaire. Il y a un aspect communautaire qui arrive souvent. Dès que l'eau jaillit, la communauté arrive déjà à prendre cette eau, même si on n'a pas les résultats d'analyse, vos conseils et orientations. Ah, vous dites dès que le jaillit il commence à prendre de l'eau, ça veut dire quoi exactement? Il commence à prendre de l'eau. Vous n'avez pas déjà équipé Oui. le forage. De Oui. quoi exactement vous parlez? D'accord, je voulais venir. C'est-à-dire que pendant, par exemple, l'essai de pompage, que l'eau déjà est en train de pomper et les gens ne veulent pas que cette eau-là soit gâtée comme ça. Ils viennent toujours avec les récipients, ils prennent. Et donc, c'est un peu ça. Parce que quand ils prennent, ils viennent, ils utilisent ça, soit pour boire. Vous allez voir que même pendant le pompage, là même, ils commencent déjà à boire. Donc, c'était, je faisais allusion. Ouais. D'accord. Ça, je répondrai un peu politiquement, tu vas m'excuser pour cela, mais si tu pars quelque part et les personnes où tu es en train de faire le forage, ils n'avaient pas une source d'eau ou bien ils avaient une source d'eau qui était tellement sale, mon cher, quand ils vont voir de l'eau, ils vont tomber dessus. Et avec raison, parce qu'ils viennent de voir, ça serait un peu comme de l'or, comme de la bénédiction pour eux. Donc, ils vont essayer de le prendre. Ça, c'est normal. Et qu'est-ce que nous disons à MSF, c'est que quand nous sommes dans des situations d'urgence, ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est la quantité de l'eau
et non la qualité de l'eau. Vous voyez un peu. Donc, si c'est juste ces premières eaux, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, ils peuvent prendre ça, ils peuvent utiliser, mais c'est à nous de savoir que certes, ils sont en train de faire ça, nous ne sommes pas encore conformes, nous ne sommes pas encore sûrs de ce que nous sommes en train de donner. Donc, c'est notre responsabilité à nous de tout faire pour que le forage soit, ou du moins tout ce que nous devrions connaître sur ce forage, nous le faisions à temps opportun pour qu'ils puissent utiliser. Si on fait et puis on abandonne, mais mon cher, ils vont venir essayer de tomber là-dessus. Je ne t'apprendrai pas rien, mais tu as parlé d'un de tes forages de métier. Il y a un autre qui a été vandalisé parce que les gens cherchaient à retirer de l'eau. Et ça, du coup, ça a été vandalisé. Et aujourd'hui, le forage a été perdu parce que on a fait le forage, on a placé, on n'a rien foutu sur ça. Et plus tard, les gens avaient besoin, ils sont venus essayer de faire X, Y, Z. Et maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas exploiter ce forage. Vous voyez un peu, donc c'est des ressources, c'est des ressources perdues. En gros, il faut toujours tout faire. S'ils viennent pour prendre de l'eau, OK, ils n'avaient pas de l'eau avant et puis ils voient de l'eau. OK, on ne va pas, ça serait compliqué de les en empêcher. Mais c'est notre responsabilité de se rassurer que nous mettons en place effectivement ce que nous voulons pour qu'ils puissent être à l'aise, la population. Voilà. Donc, merci beaucoup, Alphonse, et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a moins de participants qu'hier. J'espère qu'ils vont pouvoir regarder l'enregistrement, mais aussi qu'ils pourront contacter, s'ils voient l'enregistrement, contacter leurs points focaux si jamais ils ont des questions, ils ont des doutes. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation, pour vos questions. J'espère que nous ne vous avons pas ennuyé. Vous avez quand même, vous êtes ressortis d'ici avec quelque chose. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Olivier. Merci, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.